Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginons un instant la scène. On survole un terminal portuaire dernier cri. En bas, c'est un véritable balai mécanique. Des dizaines de grues gigantesques qui déplacent des milliers de containers à la minute, avec une précision chirurgicale. En arrière-plan, d'énormes avions cargo décollent à la chaîne. Bref, ça ressemble vraiment au cœur battant de la puissance économique mondiale. Sauf que, c'est presque un mirage. Il y a un paradoxe hallucinant derrière cette perfection absolue. Parce que malgré ces infrastructures qui coûtent des milliards, certaines de ces régions restent littéralement à la merci de puissances extérieures. En fait, elles ne fixent pas les règles du jeu, elles les subissent. C'est exactement ce qu'on appelle le paradoxe de la périphérie. Et c'est un concept fascinant car il remet en cause toute notre vision du commerce international et explique en grande partie pourquoi nos chaînes d'approvisionnement mondiales sont si fragiles. Du coup, face à ces monstres d'acier, on est en droit de se poser une question très simple. Est-ce que la technologie garantit la puissance? Spontanément, on a envie de dire oui. Ça paraît tellement logique, on se dit qu'avoir des ports incroyables ou des flottes immenses transforme forcément une région en superpuissance. C'est l'illusion technologique parfaite. Mais de façon hyper contre-intuitive, la réponse est non. Être un as de la technique au niveau local, ça ne donne pas le pouvoir de structurer le monde. On peut avoir les meilleurs équipements de la planète et rester un simple pion sur l'échiquier. Et c'est précisément les rouages cachés de cette machine qu'on va démonter ensemble aujourd'hui. Alors au programme de ce décryptage, d'abord on va définir concrètement ce fameux paradoxe de la périphérie. Ensuite, on partira en Amérique latine pour observer un système qu'on dit extraverti, avant de filer en Océanie, une région partagée entre un isolement extrême et une efficacité redoutable. On fera ensuite un petit match comparatif entre ces deux modèles, et enfin, on tirera les grands enseignements stratégiques de tout ça. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le paradoxe de la périphérie et les limites de la haute technologie. Pour bien comprendre, il faut voir les grands réseaux logistiques internationaux comme un monde ultra hiérarchisé. C'est un peu comme une pyramide géante. Tout en haut, on a les leaders, les régions qui structurent véritablement les flux mondiaux, comme l'Europe de l'Ouest ou les côtes de l'Asie de l'Est. Juste en dessous, on trouve les régions qui arrivent habilement à optimiser ces flux au niveau local pour en tirer de beaux avantages. Et puis, tout en bas de cette échelle implacable, il y a les régions qui se contentent de subir. Le truc capital à retenir ici, c'est que brancher la meilleure technologie du monde ne suffit pas du tout pour passer du statut de spectateur passif à celui de grand architecte du commerce. Alors, c'est quoi exactement un système logistique périphérique? C'est d'abord un espace qui n'a presque aucune influence sur la direction des échanges mondiaux. Il dépend totalement des vrais donneurs d'ordre. Son ADN, c'est d'être pensé presque exclusivement pour l'exportation, au point de délaisser complètement la connexion de son propre territoire intérieur. De plus, ce n'est pas un modèle d'organisation qu'on pourrait copier ou exporter ailleurs avec succès, tout simplement parce qu'il est fait sur mesure pour répondre aux besoins de l'extérieur. En gros, ces zones ont beau battre des records de productivité, ce ne sont au final que des halls de transit ultra rapides. De super ports de sortie certes, mais jamais le cerveau des opérations. Passons à notre deuxième partie pour illustrer tout ça, l'Amérique latine, un système extraverti qui préfère exporter avant de connecter. L'Amérique latine, c'est vraiment l'exemple parfait de cette dynamique. Là-bas, toute l'organisation logistique est façonnée par une vieille habitude économique, l'exportation massive de matières premières. On parle du cuivre au Chili, du soja au Brésil ou encore du pétrole en Colombie. Le problème de cette focalisation, c'est que ça crée une dépendance vertigineuse envers des marchés gigantesques et lointains, principalement la Chine, les États-Unis et l'Europe. Ce sont ces acheteurs qui dictent les règles, imposent les cadences et qui financent souvent les infrastructures. Résultat brut, le réseau de transport n'est absolument pas construit pour que le continent commerce avec lui-même. Non, il est tracé en ligne droite des mines et des champs directement vers l'océan, comme un gigantesque aspirateur tourné vers l'extérieur. Et ce modèle crée un contraste interne qui frôle parfois l'absurde. Sur les côtes, que ce soit côté Pacifique ou Atlantique, on tombe sur des installations portuaires dignes de films de science-fiction, capables de charger des navires monstres à une vitesse folle. Mais dès qu'on tourne le dos à l'océan pour regarder à l'intérieur des terres, c'est la douche froide. La fragmentation régionale est totale. Les trains transnationaux sont quasiment des antiquités. Du coup, tout repose sur les camions. On se retrouve à voir d'interminables convois de poids lourds s'étirer sur des centaines de kilomètres, brûlant du carburant pour un travail que le train ferait 1000 fois mieux. Bref, des ports du futur qui côtoient des embouteillages d'un autre temps, laissant le continent désuni. Forcément, face à ce paysage morcelé, on pense immédiatement au fameux canal de Panama. C'est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, un carrefour critique par où passent des milliers de navires géants chaque année. Mais attention, c'est une exception monumentale sur le continent. Bien qu'il se trouve en Amérique centrale, le canal vit complètement déconnecté de l'économie locale. Ces écluses titanesques servent avant tout à relier les usines asiatiques aux consommateurs de la côte est américaine ou d'Europe. C'est une autoroute mondiale qui court-circuite la région pour servir les intérêts des superpuissances. Ça facilite le commerce global, oui, mais ça n'aide en rien à tisser un réseau entre les pays voisins. Ce qui nous amène à notre troisième partie, direction l'Océanie, l'isolement et l'efficacité, ou ce qu'on pourrait appeler la performance isolée. En traversant le Pacifique pour aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande, on découvre un profil logistique tout aussi fascinant. Là-bas, le niveau de maîtrise technique est juste sidérant. Tout est calculé, automatisé, régulé à la perfection.
Dans certains terminaux miniers australiens, on trouve des trains entièrement autonomes, de véritables fantômes d'acier de plusieurs kilomètres de long qui traversent le désert aride pour vider le minerai directement dans les soutes des navires avec une intervention humaine minimale. La fluidité est une référence mondiale. Mais au final, la finalité est exactement la même qu'en Amérique latine. Toute cette débauche de technologies vertigineuses n'existe que pour soutenir une économie orientée vers la sortie, l'évacuation rapide des richesses vers le reste du monde. Sauf que l'Océanie bute sur un obstacle absolu, la tyrannie des distances. Son isolement géographique est un fardeau qu'on ne peut pas changer. Il faut parfois des semaines entières de navigation non-stop pour qu'un cargo atteigne les usines d'Europe ou de la côte ouest américaine. Cette distance astronomique, couplée à une dépendance totale au transport maritime long courrier, ça crée un plafond de verre. On a beau avoir les algorithmes les plus pointus et des terminaux qui tournent à la seconde près, on ne bat jamais la géographie. Cet éloignement structurel condamne l'Océanie à rester une périphérie lointaine, l'empêchant de devenir un jour un carrefour mondial majeur. Et il y a un autre détail particulièrement ironique quand on regarde l'aménagement du territoire. À l'intérieur même de ses frontières, un pays comme l'Australie réussit un exploit logistique. Le passage des marchandises du train au camion se fait avec une harmonie incroyable à travers d'immenses étendues. Le réseau national est ultra robuste. Mais dès qu'on sort du pays, c'est le néant absolu. Bien sûr, le fait d'être composé de grandes îles est un mur naturel, mais contrairement au maillage très dense qu'on voit en Europe ou en Asie, il n'existe tout simplement aucun corridor interconnecté entre les nations d'Océanie. L'excellence technique reste strictement enfermée derrière les rivages. L'efficacité s'arrête net là où l'océan commence. On passe donc à notre quatrième partie pour faire une synthèse et comparer directement l'Amérique latine et l'Océanie. Si on met ces deux gigantesques blocs géographiques côte à côte, une réalité très claire émerge. À la base, leurs différences sont immenses, que ce soit les paysages, l'histoire industrielle ou la politique. Et pourtant, sur l'échiquier logistique mondial, leurs profils convergent de façon spectaculaire. Leur capacité à influencer les flux planétaires reste dramatiquement faible pour les deux. Certes, la performance technique de l'Océanie est plus élevée et constante, alors que l'Amérique latine est beaucoup plus inégale. Mais pour le reste, c'est le même constat. L'intégration entre pays voisins est fantomatique, de part et d'autre. Et surtout, ces deux espaces partagent une dépendance viscérale aux décisions des puissances étrangères, avec une incapacité chronique à innover à l'échelle globale pour briser ce lien. Cette convergence permet de classer précisément ces régions dans une position purement intermédiaire. Indéniablement, elles sont beaucoup plus structurées et avancées sur le plan opérationnel que la majeure partie de l'Afrique aujourd'hui. Mais elles restent reléguées très loin derrière le peloton de tête, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est. En clair, elles sont bloquées au milieu du gué. Et cette stagnation a un impact très concret. Comme ces territoires ne maîtrisent pas leur propre flux, toute crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale les frappe de plein fouet. Ça crée des goulots d'étranglement qui dictent finalement s'il y a des produits électroniques au supermarché local et à quel prix. Cet enlisement s'explique par une série de limites structurelles qui fonctionnent comme un véritable effet domino. Tout démarre par une énorme lacune politique, les pays voisins ne se coordonnent pas. Chacun construit ses ports dans son coin, sans vision continentale. Cette absence de dialogue empêche de créer un marché intérieur solide. Du coup, on passe à la deuxième étape. Comme les échanges locaux sont faibles, tout le système est calibré pour un flux à sens unique, une course effrénée vers l'export lointain. Et enfin, ce choix dicte toute l'infrastructure. On coule du bitume pour relier les zones d'extraction directement au port, en abandonnant complètement le rail, alors que c'est le seul moyen de cimenter une économie régionale sur de grandes distances. Nous voici à notre cinquième et dernière partie, les enseignements stratégiques. Quelles sont les véritables règles de la puissance logistique ? Le décryptage méticuleux de ces systèmes permet de forger 4 règles absolues. Premièrement, oublions le mythe de la technologie. Poser des terminaux futuristes ne suffit pas pour bâtir un empire, et l'Océanie nous prouve bien que l'hyperautomatisation n'efface jamais l'isolement. Deuxièmement, l'intégration régionale est la clé absolue de la puissance. Sans un réseau intérieur connecté, peser à l'international est mission impossible, comme le montrent les frontières morcelées d'Amérique latine. Troisièmement, une dépendance économique trop forte agit comme un frein puissant, transformant ces régions en simples sous-traitants pour les géants industriels. Et enfin, quatrièmement, la règle d'or. Une infrastructure seule n'a aucun pouvoir. Un port géant ou un pont colossal ne prend sa vraie valeur que s'il est au service d'un réseau intelligent, fluide et continental. Tout cela nous mène inévitablement au verdict final. Ces systèmes périphériques sont des territoires d'une productivité impressionnante, capables de petits miracles logistiques au quotidien. Mais ils restent au fond totalement subordonnés à une architecture dessinée par d'autres. Le constat tombe comme un coup près. Ils ne contrôlent pas les flux, ils s'y insèrent. Ce ne sont pas les architectes qui dessinent la carte du commerce mondial, ce sont simplement de superbes rouages tournant à un rythme frénétique, mais à l'intérieur d'une machine colossale dont la cabine de pilotage se trouve à des milliers de kilomètres de là. Et c'est ce qui conclut cette exploration de l'ombre logistique du monde. Alors que l'économie globale est en train de vivre des mutations profondes avec des chaînes d'approvisionnement en pleine redéfinition, ça laisse à réfléchir.
Ces régions si riches en ressources et en potentiel vont-elles rester d'éternelles plateformes de livraison ultra rapides ou réussiront-elles un jour à s'unir pour maîtriser enfin la circulation de leurs richesses? Parce que derrière chaque smartphone importé, chaque litre de carburant et chaque bien de consommation qui circule sur la planète, il y a cette dynamique de dépendance ou de domination. Dans ce vaste espace mondialisé, comprendre qui contrôle réellement l'infrastructure reste notre meilleure boussole, car la technologie, même la plus éblouissante, ne suffira jamais à redessiner la géographie du pouvoir.